Louis. Elle est complètement à côté de la plaque, à l'ouest, perchée. Ce sont des choses que je me suis entendue dire pendant l'enfance, quand j'étais particulièrement étourdie. Ce sont des mots que je peux prononcer en riant pour qualifier ma fille de 4 ans, à qui on demande d'aller chercher quelque chose à l'étage, puis qu'on retrouve au bout d'une demi-heure en train de paisiblement jouer au Playmobil, ayant vraisemblablement oublié en quelques secondes l'objet de sa mission. Mais si ce type de comportement peut être ponctuel, un peu anodin, ou même faire rire un public, il est important de noter que des personnes se sentent réellement à côté de la plaque, et ce, tout le temps. Chez Louis Média, on a eu envie de vous partager dans Émotion, le podcast À la recherche de l'attention, une série en 3 parties réalisée par le studio Majora. Ce documentaire va vous plonger dans la vie de 4 adultes atteints du TDAH, trouble neurodéveloppemental qui affecte profondément leur quotidien. Plus qu'une succession de récits, c'est un vertigineux processus de libération de la parole que l'auditeur est invité à suivre. Les témoignages sont éclairés et enrichis par celui du docteur Isabelle Lafont, psychiatre et responsable de la consultation TDAH de l'adulte à l'hôpital Sainte-Anne. Et dans ce premier épisode, vous allez découvrir les manifestations de ce trouble et les déflagrations émotionnelles qui peuvent l'accompagner. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion. Quand on est TDAH, on se retrouve face à des choses, surtout les process en entreprise, les process dans l'éducation ne sont pas adaptés. On nous dit un gros carré, un gros cube dans un petit cercle, il faut que ça rentre. Ça rentrera pas. Le propre du TDAH, c'est que ça prend en fait, ça vient surinvestir finalement tellement de pans dans sa vie que ça en devient problématique. Je ne sais pas si tous les TDAH sont comme ça, mais moi j'ai un rapport avec le temps qui est très spécial. Je ne vois pas le temps passer. Elle m'a dit, je crois qu'ils comprendront pas. Je crois qu'ils comprendront pas. Ils se diront, il a encore trouvé un truc. Maintenant que je sais d'où ça vient, je me dis, ah ben oui, c'est ça le TDAH. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Alors le TDAH, c'est un trouble, c'est pas une maladie. Le nom, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention et le H, il est optionnel, c'est avec ou sans hyperactivité. Il y a des personnes qui parlent de TDA. Le D, ça veut dire déficit et en réalité, c'est quand même assez mal nommé parce que c'est pas un déficit d'attention, c'est vraiment une dysrégulation de l'attention. Je m'appelle Isabelle Lafont, je suis médecin psychiatre. J'ai la particularité d'avoir fait mes études de psychiatrie en Angleterre après mes études de médecine en France. Et à un moment donné, je me suis intéressée un peu par la force des choses au TDAH, que j'ai trouvé absolument passionnant. Quand on a un trouble de l'attention, ça veut dire que l'attention, elle n'est pas présente sur commande et de façon très régulière et stable. Donc ça va être une attention durement acquise, puis extrêmement instable, avec beaucoup de dispersion
et d'interruptions. Chaque fois qu'il y a une interruption comme ça peut être extrêmement difficile pour la personne de retrouver son attention. Donc ça peut donner lieu à des journées entières à la recherche de l'attention, avec la possibilité de la trouver, mais de façon assez fugitive, avec à nouveau une recherche assez laborieuse. Et ça donne des histoires extrêmement singulières, même si tout ont en commun ce trouble-là. Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans. J'ai été diagnostiqué TDAH il y a un peu plus d'1 an maintenant, à peu près. J'imagine sur le tard. Et je n'avais aucune connaissance du TDAH avant d'être diagnostiqué. J'ai toujours senti que j'avais une capacité à me concentrer ou à m'hyper-focaliser qui était un peu particulière, enfin unique par rapport à d'autres, dans le sens où j'étais capable de m'hyper-focaliser sur certains sujets et pourtant des tâches qui peuvent apparaître d'une simplicité anodine demandaient parfois de se concentrer ou de n'arriver à tenir dans la longueur, ce qui est difficile. Voilà, mais hormis cette particularité-là, j'avais jamais forcément entendu du TDAH et quand j'ai été diagnostiqué, j'ai compris. Je m'appelle JF. Ok, j'ai passé la cinquantaine et j'ai découvert il y a 1 an et demi que j'avais ce TDA. C'est un bestiau que j'avais qui m'a pourri la vie. J'ai fait plein de métiers différents. J'étais skiman, préparateur de ski. J'ai essayé de devenir snowboarder professionnel. J'ai été comptable. J'ai essayé de faire le comptable. J'ai essayé de travailler en tant que responsable dans le marketing pharmaceutique, dans la communication. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs, mais ça a été des expériences qui ont été très, très brèves. Je me suis formé à un moment pour être coach en entreprise. Coach de vie, coach d'entreprise. J'ai même été engagé dans un cabinet de recrutement pour pouvoir recruter et puis éventuellement coacher. Ça a été un flop complet. Je m'appelle Ibrahim. J'ai appris il y a 2 ans, en fait, que je fais partie des TDAH. Ma psychologue a dit que j'étais un zappeur et que ça va très vite avec moi. C'est assez particulier parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait depuis tout petit, hein. Mais je suis arrivé à ça, on va dire, par l'entremise du suivi de mon fils, qui très tôt, on s'est retrouvé embarqué passager du véhicule de son trouble à lui. Moi, j'arrive en retard au travail parce que j'y arrive pas. J'ai essayé plein de stratégies de mettre des alarmes de plus en plus tôt. Ça marche pas. De mettre une alarme en mode 5 minutes avant l'heure de partir de la maison, j'ai une alarme de ma voix enregistrée qui dit Sarah, sors de la maison, en répété. Ça marche pas. C'est les transitions qui sont difficiles en fait. Une fois que vous êtes dans la tâche, c'est bon. Mais c'est les transitions, c'est s'y mettre, le faire. Et comme j'arrive en retard au travail, je pars en retard du travail aussi parce que une fois que je suis au travail, le plus souvent, je m'y sens tellement bien que j'ai pas envie de partir. C'est aussi ça le problème de s'y mettre. C'est pas juste s'y mettre, y aller, mais c'est aussi s'y mettre, s'arrêter. Pour moi, c'est extrêmement difficile, par exemple, de travailler sur un projet qui va durer 4 ou 5 minutes, tu vois. Tu commences sur un projet, et puis après, hop, tu zappes, parce qu'il y a un autre projet qui t'appelle, et puis tu continues, et puis ce qui fait que tu finis rien. Alors, le coup du petit oiseau, mais ça fait rigoler. Mais tu imagines, tu es en départ de vacances, tout le monde t'attend, et puis au moment où tu vois ça, c'est une histoire vraie en plus. Hein. J'ai vu un petit bestiau comme ça, oh, c'est quoi, je le connais pas. Donc, pendant un quart d'heure, j'étais sur Internet, je suis monté dans la chambre à camp, en train de savoir le. Donc tu vois, c'est typique. Je suis en classe de CM1 en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui étaient déjà en récré, qui arrivaient sur le terrain de foot qu'il y a derrière l'école. Il y a 2 corbeaux qui atterrissent. Ils ont un mouvement super beau. Et j'entends plus rien.
Et le prof parle. Les 2 corbeaux atterrissent. Et puis j'ai un blanc. Mais au moment où j'ai l'impression de me réveiller, les 2 corbeaux atterrissent. Encore. Et donc je comprends. Je ne comprends pas. Il y a quasiment plus personne dans la classe. Et le prof en train de me regarder. Qu'est-ce qui t'arrive? Et moi, je lui réponds, les 2 corbeaux atterrissent. Moi, l'hyperactivité, elle se manifeste beaucoup par l'hyperactivité verbale. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'être larguée, en fait. Parce que ça tourne. Et même quand j'essaye de m'arrêter de parler, j'essaye d'arrêter le flux, mais que les mots se cognent derrière mes dents et sortent. Et c'est juste, mais cette sensation d'avoir de plus en plus de mots qui font un embouteillage, mais dans la bouche, c'est une sensation physique orale de trucs, mais limite comme qui s'entrechoqueraient et qui seraient coincés par un pont mais levé ou une barrière ou quoi. Bah moi c'était ça, c'était genre j'avais les mots qui s'accumulaient dans la bouche et ça faisait cette sorte de logorée à non plus finir. C'est un truc qui énerve ma femme, c'est que ma phrase va être interrompue, je suis à autre chose et quand je reviens, je finis ma phrase de façon logique, mais il manque un bout. Les symptômes, ça va être, pour l'inattention, des choses comme la procrastination, du mal à soutenir son attention à la fois lors de tâches et lors de conversations ou lors d'une écoute. L'impulsivité, c'est la difficulté à attendre son tour, à ne pas interrompre les personnes en leur coupant la parole et en leur laissant terminer leur phrase. C'est la capacité à ne pas faire irruption dans les conversations ou bien savoir attendre qu'une personne soit disponible pour lui parler. Et puis après, il y a l'hyperactivité, donc qui est une hyperactivité motrice, c'est celle-là dont on parle, mais pour moi, c'est absolument absurde, parce que l'hyperactivité, elle est beaucoup plus vaste que ça. En fait, elle est aussi extrêmement intellectuelle, c'est-à-dire il y a une hyperactivité idéique, trop d'idées qui partent dans tous les sens et qu'on a du mal à organiser, à hiérarchiser et à moduler, mesurer et à serrer. Et ben, ce qui est particulier avec les gens qui ont un TDAH ou du moins qui ont cette pathologie, en tout cas, de se faire dérouler des films en fait mentaux dans leur tête à n'importe quel moment du jour et de la nuit sur n'importe quel sujet, ça peut venir avant d'aller se coucher, etc. Même en parlant avec quelqu'un, c'est que finalement elles activent des émotions en soi qui n'ont rien à voir en fait avec ce qui est en train de se passer autour de vous. Et ça, c'est quand même particulier, je trouve. Il peut en résulter une forme d'enfermement, quoi, vous voyez. Et vous pouvez aussi vous réfugier. Moi, j'ai donné un nom à cet espace mental. Je l'ai appelé carré tragique. Carré parce que c'est une zone, en fait. C'est comme s'il y avait un espace dans mon cerveau. Là-haut, quoi, une sorte d'endroit, en fait, où je vais. Par définition, un espace, c'est un endroit, ça a des murs, donc un carré. Et tragique parce que c'est quelque chose qui est lié finalement en fait quelque chose de cinéma, quoi, de quelque chose qui est lié peut-être même au théâtre. Tragique aussi parce que finalement ça c'est un truc qui m'a un peu peiné. Alors oui, c'est intéressant, ça fait fonctionner, me dirait-on, l'imagination, la créativité, mais bon, à moins de coucher les trucs sur un papier ou d'en faire une chanson, ce que je fais pas forcément, parfois c'est juste un peu là-haut dans ma tête, quoi. Alors là, je vais monter sur mon scooter, je vais me mettre du son. C'est assez intime ce que je dis, mais je le dis quand même. Je vais penser à la manière dont, ce podcast pourrait être accueilli par les gens que j'aime. Juste parce que l'idée me plaît. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire ça dans une journée. Tiens, si je faisais ça comme ça plairait aux gens que j'aime. Sauf que moi, en fait, c'est du matin jusqu'au soir.
et que ça provoque des émotions. Et en fait, vous vous rendez compte d'avoir des émotions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, en fait. Dire, bah oui, déjà, on verra si le truc est monté, on verra si... Enfin non, mais c'est vrai, on verra si... On sait pas, en fait, tout ça, on est là, et moi, je suis là... Et de toute mon intelligence arborescence, la manière dont elle est structurée, je pars dans tous les sens. Et donc, une fois, 2 fois dans une journée, c'est bien. Mais quand c'est tout le temps, dès que on arrête sa tâche, ah cool, je vais aller fumer ma petite clope ou mettre un peu de son dans les oreilles, ça me stimule un peu, pouf, et ça y est, on est parti, quoi. Et moi, pour pallier à ça, je rentre dans l'action, en fait. Je rentre dans l'action. Je me dis, plutôt que de penser, je me dis, ok, bah aujourd'hui, je vais mener telle action parce que je sais que c'est bien pour moi ou pour n'importe quoi, ou je vais mener telle action parce que, en fait, j'ai envie d'aimer, et tiens, je vais aimer cette personne. Et ça me permet, mon hyperactivité, limite, vient pallier, en fait, à Carré Tragique. Mais j'aimerais bien trouver ce fameux point d'équilibre aussi. Très récemment, cette année universitaire, j'ai eu des cours et à chaque fois, soit je me suis mise au fond pour broder, soit j'ai juste expliqué au prof ou à la personne présente, écoutez, je vous prie de m'excuser, j'ai juste un petit problème attentionnel. Donc, si vous voulez pas me voir me lever toutes les 5 minutes, faut juste que je me mette au fond et que je brode en même temps. Mais je vais écouter, je vais prendre des notes en même temps. C'est juste que, au moment où je prends pas effectivement de notes, je brode. Littéralement, j'ai mon tissu, mon aiguille, mes petits fils à broder et piou piou piou. Et c'est très très agréable, par exemple, mais même quand je regarde une série, je peux pas regarder la télé ou aller au cinéma. Moi, je suis obligée de m'occuper l'esprit pendant que je fais un truc qui n'occupe pas l'esprit. En 2001, je me suis dit, tiens, je vais faire un opéra. Je vais écrire un opéra. J'ai fait les 3 premiers mouvements et puis ça s'est arrêté là. J'ai composé en hip-hop, j'ai 6 grades chez moi. Il y en a 2 qui sont commencés, qui sont pas terminés. Oui, parce que je les fabrique aussi. Plein de choses. Et puis il y a un moment où je me dis, pourquoi je vais m'arrêter à celui-là alors que là, sur le coup, il y a quelque chose qui m'excite plus sur l'instant. T'es sous ta douche, moi je dois me chronométrer, avoir un buzz sur ma douche, parce que sinon si je le mets comme ça, il y a une espèce de rideau de douche qui est hypnotique, je suis là comme ça, puis tout d'un coup ça... Alors soit j'imagine plein d'histoires, je vois des tas de choses, etc. Merci, et soit c'est un blanc, c'est vide, il y a rien qui se passe. Et puis, j'entends le bibi. Alors si je mets pas le bibi, 20 minutes après, il y a la douche qui est enfumée partout, etc. Tu vois, c'est une anecdote toute bête, mais tu vois, il y a ce côté, le cerveau en mode zombie. Moi, j'appelle ça le mode zombie où, alors c'est pratique, parfois, quand tu es dans une queue, tu dois attendre à la caisse, le machin, et puis à ce moment, Le TDAH, c'est tous les jours de sa vie, tout le temps. Sauf dans des moments particuliers où il fait quelque chose qui le passionne absolument, ou bien dans une interaction stimulante et chaleureuse. Mais en dehors de ces moments-là, quand il est seul à devoir faire quelque chose qui n'est pas absolument passionnant, il est face à une lutte. C'est vraiment une lutte. D'ailleurs, beaucoup de patients décrivent qu'ils sont très fatigués. Alors, cela dit, les autres troubles psychiatriques souffrent aussi de la même... La dépression, alors maintenant la dépression, ça y est, c'est relativement acquis, mais il y a 50 ans, la dépression aussi, il y a des gens qui disaient les gens sont pas courageux, ils ont qu'à se secouer, enfin, vous voyez, l'anxiété, mais les gens s'écoutent trop, enfin, donc les troubles psychiatriques, de toutes les façons, comme c'est pas quelque chose de visible, de concret, de tangible, ça a toujours souffert d'une espèce une suspicion ou un certain scepticisme, en fait. Beaucoup de gens disent « je n'y crois pas ». Alors moi, ça me paraît absolument extraordinaire de dire une chose pareille en soi.
voyez, c'est parce que c'est pas du tout le sujet de croire ou de pas croire. Le sujet, c'est vraiment d'apprendre, de développer une connaissance, de rencontrer des patients, de s'y intéresser. Vous venez d'écouter le premier épisode de À la recherche de l'attention, une production du studio Majora. Majora est une société de conception et de réalisation de podcasts fondée en 2020 à Paris. Pierre et Mathieu Chaffanjon, deux frères passionnés de musique ayant baigné dans le monde de la radio, ont choisi de monter leur propre structure pour réaliser des œuvres originales. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts. Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt. Arrive. Quand j'arrive dans un bar, ok, ton esprit va vers tout. Non seulement tu as trois personnes que tu veux rencontrer, donc tu as des conversations, mais à côté tu vas sentir le parfum de la personne à droite, tu vas repérer les personnes qui est au fond, tu vas entendre la musique de fond, et puis tu vas étudier la ligne de guitare ou la ligne de basse ou le rythme en même temps, tu vas faire un aller-retour avec ça, puis après tu vas regarder la serveuse, tiens, elle a mis le chorizo ici, etc. Donc tu sais exactement où se trouve, et puis après tu fais des allers-retours comme ça, et puis à un moment, tu regardes partout, toc, 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 toc. Socialement, c'est une plaie, hein. C'est une plaie. Parce que on a peur de ce qu'on va dire, de la façon dont les autres vont le percevoir. J'ai vite pris le rôle du troublion, quoi. On comprend pas trop ce qu'il dit, mais il fait rire. Il y a l'excès de joie, de rire, de discussion, et puis si c'est le moment où on est dans le creux de la vague, là c'est le dépressif qu'il faut pas approcher, et puis il y a une étiquette qui arrive sur le front, bam, taré, cinglé, on l'invite plus. Et donc forcément, quand il y a une soirée, j'ai pas envie d'y être. J'ai plus envie d'y être. Tiens, il m'est arrivé de me dire, stop, va faire comme lui. Bourre-toi la gueule. Au moins tu vas être comme eux. Tu vas être comme ce groupe là dans l'assistance. Et puis on te foutra la paix. Et puis des fois même, personne ne m'a embêté. Hein. Personne ne m'a embêté. Personne n'a remarqué. J'ai encore rien fait. Mais je suis tellement dans l'angoisse de leur donner ça. Je suis capable de faire comprendre à quelqu'un que je l'écoute, alors qu'en fait, en réalité, je l'écoute, mais c'est comme si je prenais 50% de sa bande passante, 60% de ma bande passante était sur ce qu'il était en train de dire, mais 40% de ma bande passante, 45%, ce qui est énorme dans une conversation, c'est comme si vous n'écoutiez qu'un mot sur deux, qui était en fait en train de réfléchir sur ce que cette personne était en train de me dire. Parfois, ça peut être quelque chose de complètement absurde aussi, et c'est là où mon TDAH, il me fait un peu souffrir. Parfois, juste des idées qui n'ont pas de sens, en fait.
Une fois qu'on a toutes ces informations et qu'on les a bien en tête, à ce moment-là, je fais l'évaluation du TDAH. C'est une évaluation qui est assez globale parce qu'on doit à la fois avoir des données d'anamnèse, c'est-à-dire de l'histoire du patient, pour essayer de retrouver dans l'enfance un certain nombre de preuves indirectes de la présence déjà du trouble de l'attention. Je pose des questions à ce moment-là sur les émotions pour permettre aux personnes de différencier une hyperréactivité émotionnelle d'un trouble de l'humeur. On regarde s'il y a eu des tentatives de suicide, des épisodes psychotiques, des antécédents psychiatriques au niveau familial, dans la branche paternelle et maternelle, mais aussi on a toujours en tête, pendant cette évaluation, qu'il s'agit peut-être pas d'un TDAH. Peut-être que c'est une problématique anxieuse, ou c'est une problématique dépressive, ou bien c'est une problématique de personnalité. Je pose des questions, et ensuite, je leur demande de me donner des exemples pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. Le premier symptôme, c'est est-ce que vous avez des difficultés à finir vos tâches? Il y a des patients qui entendent juste est-ce que vous avez du mal à finir ce que vous commencez, et qui en perçoivent pas bien toute la question. À travers les exemples, je vais pouvoir comprendre si ils ont du mal à finir leurs tâches parce qu'ils sont anxieux, un petit peu obsessionnels, et que ils arrivent jamais à aller jusqu'au bout parce qu'ils se disent qu'ils pourraient faire mieux, qu'il y aurait encore des choses à revoir. Le TDAH, qui a du mal à finir une tâche, c'est totalement différent comme registre. C'est vraiment le fait de, en cours de tâche, de trouver autre chose qui est plus intéressant, et donc de se disperser, ou bien de se dire ça y est, j'ai déjà fait le principal, je verrai bien plus tard, quoi. Et hop, c'est la procrastination qui prend le dessus. Donc, je veux être bien clair. C'est pour ça que je demande aux patients de me donner des exemples. Et quand ils me donnent des exemples, ça me permet de vraiment m'assurer qu'on est bien dans le TDAH à chaque symptôme. Et pour finir, je fais tout un résumé avec tout ce que j'ai recueilli. Donc, c'est-à-dire TDAH inattentif ou combiné, à la fois inattentif et hyperactif, accompagné de dysrégulation. Parfois, il n'y en a pas, mais parfois, il y a plusieurs domaines qui sont dysrégulés. Très souvent, les émotions, le comportement alimentaire, le rapport aux substances, le sommeil, etc. Je note quand il y a des antécédents traumatiques aussi. C'est quelque chose que je recherche systématiquement. Une fois que j'ai fait toute cette formulation, je termine par l'impact du TDAH dans la vie du patient, à la fois le domaine académique et professionnel, et le domaine des relations et de la vie familiale. Et une fois que ça est terminé, j'ai une bonne idée de ce qui est en jeu et je décide à ce moment-là de proposer un traitement, en tout cas de poser la question au patient si ça l'intéresse. Et il n'est pas nécessaire de faire des examens complémentaires. Il n'est pas nécessaire de faire un bilan neuropsychologique. Il n'y a pas d'examen complémentaire au niveau de l'imagerie médicale ou de la biologie qui peuvent contribuer au diagnostic. Noé, mon fils, qui a maintenant bientôt 13 ans, là, dans quelques jours, on va dire que très tôt, on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'école nous a convoqués pour nous dire qu'il n'arrivait pas à le gérer, qu'il allait trop vite pour ses camarades de classe, qu'il ne respectait pas les codes, qu'il parlait tout seul. On nous a demandé d'aller consulter. Tout ce qui s'est dit quand on a consulté, la ressemblance entre Noé et moi est apparue en fait. Tout ce qui se disait, j'en avais froid dans le dos. Il était assis entre sa mère et moi. Et j'avais l'impression d'être accusé, parce que j'avais l'impression qu'il parlait de nous deux. En fait, tout ce qui était présenté, ça me ressemblait. Et ma femme me regardait droit dans les yeux. En me faisant des signes, parce que on a pris le parti, elle et moi, d'essayer de ne pas être dans un état de douleur constante. On s'envoie des pics, on en rigole, et puis là, pendant cette consultation, pendant l'annonce du diagnostic, elle en avait les larmes aux yeux, mais elle en riait, quoi. Elle n'arrêtait pas de dire, c'est toi, elle parle de toi. Elle parle de toi. À partir de ce diagnostic, j'ai compris beaucoup de choses entre mon fils et moi.
beaucoup de choses parce qu'on en a parlé sur mon enfance, mon adolescence, sur mon décalage avec le monde, quoi. J'ai fait un ulcère à 27 ans. Cette impression qu'on m'entend pas, il y a des urgences que je ressentais, et puis en même temps il y a une détresse, il y a une envie d'exploser en même temps, une envie de faire vite, une envie et puis il y a personne, les gens comprennent pas. Une fois que tu as ton diagnostic TDAH, ton médecin, ne peut pas établir une prescription. Il faut que tu passes par une prescription à l'hôpital. Donc, il a fallu que j'aille à Sainte-Anne recevoir ma petite prescription. Et puis Sainte-Anne, ils ont un super truc parce qu'ils te proposent des séances de psychoéducation. Ils te proposent des séances de groupe, de discussion de groupe. Ça m'a vraiment, énormément apporté, et notamment par rapport à la solitude. La première fois, on s'est retrouvé avec une dizaine de personnes dans cette pièce de l'hôpital, avec deux psychologues spécialistes là-dedans, qui étaient vraiment compétentes, vraiment charmantes. Elles étaient à l'écoute, elles étaient bienveillantes. Et puis à un moment, au moment où les langues se délient, tu vois, les gens qui sont autour de toi, tu aperçois que t'es plus seul. Elles ne sont que le reflet de ton propre mal-être. Tu vois, et tu dis, mais oui, mais je suis pas seul. Oh, mais oui. Et tu vois, tout ce que tu as pu vivre, tu peux te dire, mais c'est parce que je suis une formation de l'esprit, je me fais trop écouter, je m'écoute trop, je suis trop porté machin. En fait, à ce moment-là, t'es plus seul. J'étais tellement heureuse d'avoir ma première prescription que j'ai pris un taxi pour aller le chercher. Et j'ai commencé à prendre donc le lendemain 10 mg la première fois. Et là, comme dans la pub Perle de lait, et là, mon visage s'est transformé, tu sais. Et non mais là, ma tête, mais il y avait le silence dans ma tête. Ne pas se sentir vraiment, d'avoir le corps agité, même si ça se voit pas à l'extérieur, de pas ressentir ce bouillonnement intérieur. Ne pas aussi ressentir les moments où on est comme mu par un moteur. Comme là, ça y est, ça fait quoi? À tout péter 4 mois que je suis sous traitement. Du coup, j'ai oublié ce que c'était d'être sans. Quoique les week-ends, d'habitude, par exemple le dimanche, si j'ai pas prévu de bosser, j'en prends pas. Ma copine me charrie avec ça, elle me dit ouais, quand même, ça se voit. Le parcours de soins d'un patient avec TDAH, d'abord en général, il y a une errance diagnostique qui dure plus de 10 ans, avec d'autres diagnostics qui ont été posés parfois à tort. Pas toujours, ça peut être des comorbidités, mais parfois c'est des diagnostics erronés. Une fois que le patient a le diagnostic, il va rencontrer l'incrédulité de l'entourage, de certains médecins. Il peut être franchement rejeté par certains pharmaciens aussi qui aiment pas délivrer la Ritaline parce que c'est considéré comme un stupéfiant. Le méthylphénidate, c'est un cousin des amphétamines qui est décliné en 4 spécialités: la Ritaline, le Coasim, le Medikinet et le Concerta. En général, elles sont faites d'un mélange de libération immédiate et de libération prolongée. Il y en a certaines, 50% de la dose est libérée de façon immédiate et 50% va être libérée dans un deuxième temps et sera prolongée. Donc il va y avoir des plus ou moins longues durées de vie et des proportions différentes de formulation immédiate et prolongée. Et puis il y a la Ritaline qui a 2 formes, une forme à libération longue qui dure à peu près 6-8 heures et une forme à libération courte qui ne dure que 3-4 heures. Et puis une molécule qui s'appelle l'atomoxétine qui est non stimulante et qui agit sur la noradrénaline au lieu d'agir sur la dopamine et qui est quand même assez utile, même si elle est souvent moins efficace. Et c'est absolument stupéfiant de voir que des pays que nous regardons nous comme étant en voie de développement par rapport à nous ont déjà des molécules que nous n'avons pas encore. Un jour, j'ai vu un patient qui venait de Syrie et qui avait des molécules qu'on n'a pas en France. Mais j'étais absolument sidérée.
Vous venez d'écouter le 2e épisode de À la recherche de l'attention, une production du studio Majora. Majora est une société de conception et de réalisation de podcasts fondée en 2020 à Paris. Pierre et Mathieu Chaffanjon, 2 frères passionnés de musique ayant baigné dans le monde de la radio, ont choisi de monter leur propre structure pour réaliser des œuvres originales. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt. Louis. Elle est complètement à côté de la plaque, à l'ouest, perchée. Ce sont des choses que je me suis entendue dire pendant l'enfance, quand j'étais particulièrement étourdie. Ce sont des mots que je peux prononcer en riant pour qualifier ma fille de 4 ans, à qui on demande d'aller chercher quelque chose à l'étage, puis qu'on retrouve au bout d'une demi-heure en train de paisiblement jouer au Playmobil, ayant vraisemblablement oublié en quelques secondes l'objet de sa mission. Mais si ce type de comportement peut être ponctuel, un peu anodin, ou même faire rire un public, il est important de noter que des personnes se sentent réellement à côté de la plaque, et ce, tout le temps. Chez Louis Média, on a eu envie de vous partager dans Émotion le podcast À la recherche de l'attention, une série en 3 parties réalisée par le studio Majora. Ce documentaire va vous plonger dans la vie de 4 adultes atteints du TDAH, trouble neurodéveloppemental qui affecte profondément leur quotidien. Plus qu'une succession de récits, c'est un vertigineux processus de libération de la parole que l'auditeur est invité à suivre. Les témoignages sont éclairés et enrichis par celui du docteur Isabelle Lafont, psychiatre et responsable de la consultation TDAH de l'adulte à l'hôpital Sainte-Anne. Et dans ce premier épisode, vous allez découvrir les manifestations de ce trouble et les déflagrations émotionnelles qui peuvent l'accompagner. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion. Quand on est TDAH, on se retrouve face à des choses, surtout les process en entreprise, les process dans l'éducation ne sont pas adaptés. On nous dit un gros carré, un gros cube dans un petit cercle, il faut que ça rentre. Ça rentrera pas. Le propre du TDAH, c'est que ça prend en fait, ça vient surinvestir finalement tellement de pans dans sa vie que ça en devient problématique. Je ne sais pas si tous les TDAH sont comme ça, mais moi j'ai un rapport avec le temps qui est très spécial. Je ne vois pas le temps passer. Elle m'a dit, je crois qu'ils comprendront pas. Je crois qu'ils comprendront pas. Ils se diront, il a encore trouvé un truc. Maintenant que je sais d'où ça vient, je me dis ah ben oui, c'est ça le TDAH. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Alors, le TDAH, c'est un trouble, c'est pas une maladie. Le nom, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention, et le H, il est optionnel, c'est avec ou sans hyperactivité. Il y a des personnes qui parlent de TDA.
Le D, ça veut dire déficit, et en réalité, c'est quand même assez mal nommé, parce que c'est pas un déficit d'attention, c'est vraiment une dysrégulation de l'attention. Je m'appelle Isabelle Lafont, je suis médecin psychiatre. J'ai la particularité d'avoir fait mes études de psychiatrie en Angleterre après mes études de médecine en France. Et à un moment donné, je me suis intéressée un peu par la force des choses au TDAH, que j'ai trouvé absolument passionnant. Quand on a un trouble de l'attention, ça veut dire que l'attention, elle n'est pas présente sur commande et de façon très régulière et stable. Donc ça va être une attention durement acquise, puis extrêmement instable, avec beaucoup de dispersion et d'interruption. Chaque fois qu'il y a une interruption comme ça peut être extrêmement difficile pour la personne de retrouver son attention. Donc ça peut donner lieu à des journées entières à la recherche de l'attention, avec la possibilité de la trouver, mais de façon assez fugitive, avec à nouveau une recherche assez laborieuse. Et ça donne des histoires extrêmement singulières, même si tout ont en commun ce trouble-là. Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans. J'ai été diagnostiqué TDAH il y a un peu plus d'un an maintenant, à peu près. J'imagine sur le tard. Et je n'avais aucune connaissance du TDAH avant d'être diagnostiqué. J'ai toujours senti que j'avais une capacité à me concentrer ou à m'hyper-focaliser qui était un peu particulière, enfin unique par rapport à d'autres, dans le sens où j'étais capable de m'hyper-focaliser sur certains sujets et pourtant des tâches qui peuvent apparaître d'une simplicité anodine demandaient parfois de se concentrer ou de n'arriver à tenir dans la longueur, ce qui est difficile. Voilà, mais hormis cette particularité-là, j'avais jamais forcément entendu du TDAH et quand j'ai été diagnostiqué, j'ai compris. Je m'appelle JF. Ok, j'ai passé la cinquantaine et j'ai découvert il y a 1 an et demi que j'avais ce TDA. C'est un bestiau que j'avais qui m'a pourri la vie. J'ai fait plein de métiers différents. J'étais skiman, préparateur de ski. J'ai essayé de devenir snowboarder professionnel. J'ai été comptable. J'ai essayé de faire le comptable. J'ai essayé de travailler en tant que responsable dans le marketing pharmaceutique, dans la communication. J'ai fait plein de petits trucs, mais ça a été des expériences qui ont été très, très brèves. Je me suis formé un moment pour être coach en entreprise. Coach de vie, coach d'entreprise. J'ai même été engagé dans un cabinet de recrutement pour pouvoir recruter et puis éventuellement coacher. Ça a été un flop complet. Je m'appelle Ibrahim. J'ai appris il y a 2 ans, en fait, que je fais partie des TDAH. Ma psychologue a dit que j'étais un zapper et que ça va très vite avec moi. C'est assez particulier parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait depuis tout petit. Mais je suis arrivé à ça, on va dire, par l'entremise du suivi de mon fils, qui très tôt, on s'est retrouvé embarqué, passager du véhicule de son trouble à lui. Moi, j'arrive en retard au travail parce que j'y arrive pas. J'ai essayé plein de stratégies de mettre des alarmes de plus en plus tôt. Ça marche pas. De mettre une alarme en mode 5 minutes avant l'heure de partir de la maison, j'ai une alarme de ma voix enregistrée qui dit Sarah, sors de la maison, en répété. Ça marche pas. C'est les transitions qui sont difficiles, en fait. Une fois que vous êtes dans la tâche, c'est bon. Mais c'est les transitions, c'est s'y mettre, le faire. Et comme j'arrive en retard au travail, je pars en retard du travail aussi parce que une fois que je suis au travail, le plus souvent, je m'y sens tellement bien que j'ai pas envie de partir. C'est aussi ça le problème de s'y mettre. C'est pas juste s'y mettre, y aller, mais c'est aussi s'y mettre, s'arrêter.
Pour moi, c'est extrêmement difficile, par exemple, de travailler sur un projet qui va durer 4 ou 5 minutes, tu vois. Tu commences sur un projet, et puis après, hop, tu zappes, et parce qu'il y a un autre projet qui t'appelle, et puis tu continues, et puis ce qui fait que tu finis rien. Alors, le coup du petit oiseau, mais ça fait rigoler. Mais tu imagines, tu es en départ de vacances, où tout le monde t'attend, et puis au moment où tu vois ça, c'est une histoire vraie en plus. Hein. J'ai vu un petit bestiau comme ça, oh, c'est quoi, je le connais pas. Donc, pendant un quart d'heure, j'étais sur Internet, je suis monté dans la chambre à camp, en train de savoir le. Donc, tu vois, c'est typique. Je suis en classe de CM1 en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui étaient déjà en récré, qui arrivaient sur le terrain de foot qu'il y a derrière l'école. Et il y a 2 corbeaux qui atterrissent. Ils ont un mouvement super beau. Et j'entends plus rien. Et le prof parle. Les 2 corbeaux atterrissent. Et puis j'ai un blanc. Mais au moment où j'ai l'impression de me réveiller, les 2 corbeaux atterrissent. Encore. Et donc je comprends. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Il y a quasiment plus personne dans la classe. Et le prof en train de me regarder. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et moi, je lui réponds, les 2 corbeaux atterrissent. Moi, l'hyperactivité, elle se manifeste beaucoup par l'hyperactivité verbale. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'être larguée, en fait. Parce que ça tourne. Et même quand j'essaye de m'arrêter de parler, j'essaye d'arrêter le flux, mais que les mots se cognent derrière mes dents et sortent. Et c'est juste, mais cette sensation d'avoir de plus en plus de mots qui font un embouteillage, mais dans la bouche, c'est une sensation physique orale de trucs, mais limite comme qui s'entrechoqueraient et qui seraient coincés par un pont mais levé ou une barrière ou quoi. Bah moi c'était ça, c'était genre j'avais les mots qui s'accumulaient dans la bouche et ça faisait cette sorte de logorée à non plus finir. C'est un truc qui énerve ma femme, c'est que ma phrase va être interrompue, je suis à autre chose et quand je reviens, je finis ma phrase de façon logique, mais il manque un bout. Les symptômes, ça va être, pour l'inattention, des choses comme la procrastination, du mal à soutenir son attention à la fois lors de tâches et lors de conversations ou lors d'une écoute. L'impulsivité, c'est la difficulté à attendre son tour, à ne pas interrompre les personnes en leur coupant la parole et en leur laissant terminer leur phrase. C'est la capacité à ne pas faire irruption dans les conversations ou bien savoir attendre qu'une personne soit disponible pour lui parler. Et puis après, il y a l'hyperactivité, donc qui est une hyperactivité motrice, c'est celle-là dont on parle, mais pour moi, c'est absolument absurde, parce que l'hyperactivité, elle est beaucoup plus vaste que ça. En fait, elle est aussi extrêmement intellectuelle, c'est-à-dire il y a une hyperactivité idéique, trop d'idées qui partent dans tous les sens et qu'on a du mal à organiser, à hiérarchiser et à moduler, mesurer et à serrer. Et ben, ce qui est particulier avec les gens qui ont un TDAH ou du moins qui ont cette pathologie, en tout cas, de se faire dérouler des films en fait mentaux dans leur tête à n'importe quel moment du jour et de la nuit sur n'importe quel sujet, ça peut venir avant d'aller se coucher, etc. Même en parlant avec quelqu'un, c'est que finalement elles activent des émotions en soi qui n'ont rien à voir en fait avec ce qui est en train de se passer autour de vous. Et ça, c'est quand même particulier, je trouve. Il peut en résulter une forme d'enfermement, quoi, vous voyez. Et vous pouvez aussi vous réfugier. Moi, j'ai donné un nom à cet espace mental. Je l'ai appelé carré tragique. Carré parce que c'est une zone, en fait. C'est comme s'il y avait un espace dans mon cerveau
là-haut, quoi, une sorte d'endroit en fait où je vais. Par définition, un espace, c'est un endroit, ça a des murs, donc un carré. Et tragique parce qu'il y a quelque chose qui est lié finalement en fait au quelque chose de cinéma, quoi, de quelque chose qui est lié peut-être même au théâtre. Tragique aussi parce que finalement ça c'est un truc qui m'a un peu peiné. Alors oui, c'est intéressant, ça fait fonctionner, me dirait-on, l'imagination, la créativité, mais bon, à moins de coucher les trucs sur un papier ou d'en faire une chanson, ce que je fais pas forcément, parfois c'est juste un peu là-haut dans ma tête, quoi. Là, je vais monter sur mon scooter, je vais me mettre du son. C'est assez intime ce que je dis, mais je le dis quand même. Je vais penser à la manière dont, ce podcast pourrait être accueilli par les gens que j'aime. Juste parce que l'idée me plaît. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire ça dans une journée. Tiens, si je faisais ça comme ça plairait aux gens que j'aime. Sauf que moi, en fait, c'est du matin jusqu'au soir. Et que ça provoque des émotions. Et en fait, vous vous rendez compte d'avoir des émotions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, en fait. Dire, déjà, on verra si le truc est monté, on verra si... non, mais c'est vrai, on verra si... On sait pas, en fait, tout ça, on est là, et moi, je suis là... Et de toute mon intelligence arborescence, la manière dont elle est structurée, je pars dans tous les sens. Et donc, une fois, 2 fois dans une journée, c'est bien, mais quand c'est tout le temps, dès que on arrête sa tâche, cool, je vais fumer ma petite clope ou mettre un peu de son dans les oreilles, ça me stimule un peu, pouf, et ça y est, on est parti, quoi. Et moi, pour pallier à ça, je rentre dans l'action, en fait. Je rentre dans l'action. Je me dis, plutôt que de penser, je me dis, ok, aujourd'hui, je vais mener telle action parce que je sais que c'est bien pour moi ou pour n'importe quoi, ou je vais mener telle action parce que, en fait, j'ai envie d'aimer, et tiens, je vais aimer cette personne. Et ça me permet, mon hyperactivité, limite, vient pallier, en fait, à Carré Tragique. Mais j'aimerais bien trouver ce fameux point d'équilibre aussi. Très récemment, cette année universitaire, j'ai eu des cours et à chaque fois, soit je me suis mise au fond pour broder, soit j'ai juste expliqué au prof ou à la personne présente, écoutez, je vous prie de m'excuser, j'ai juste un petit problème attentionnel. Donc, si vous voulez pas me voir me lever toutes les 5 minutes, faut juste que je me mette au fond et que je brode en même temps. Mais je vais écouter, je vais prendre des notes en même temps. C'est juste que, au moment où je prends pas effectivement de notes, je brode. Littéralement, j'ai mon tissu, mon aiguille, mes petits fils à broder et piou piou piou. Et c'est très très agréable, par exemple, mais même quand je regarde une série, je peux pas regarder la télé ou aller au cinéma. Moi, je suis obligée de m'occuper l'esprit pendant que je fais un truc qui n'occupe pas l'esprit. En 2001, je me suis dit, tiens, je vais faire un opéra. Je vais écrire un opéra. J'ai fait les 3 premiers mouvements et puis ça s'est arrêté là. J'ai composé en hip-hop, j'ai 6 grades chez moi. Il y en a 2 qui sont commencés, qui sont pas terminés. Oui, parce que je les fabrique aussi. Plein de choses. Et puis il y a un moment où je me dis, pourquoi je vais m'arrêter à celui-là alors que là, sur le coup, il y a quelque chose qui m'excite plus sur l'instant. T'es sous ta douche, moi je dois me chronométrer, avoir un buzz sur ma douche, parce que sinon si je me mets comme ça, il y a une espèce de rideau de douche qui est hypnotique, je suis là comme ça, puis tout d'un coup ça... Alors soit j'imagine plein d'histoires, je vois des tas de choses, etc. Merci mon merci. Et soit c'est un blanc, c'est vide, il y a rien qui se passe. Et puis, j'entends le bip bip. Alors si je mets pas le bip bip, 20 minutes après, il y a la douche qui est enfumée partout, etc. Tu vois, c'est une anecdote toute bête, mais tu vois, il y a ce côté, le cerveau en mode zombie. Moi, j'appelle ça le mode zombie où, alors c'est pratique, parfois quand tu es dans une queue, tu dois attendre à la caisse, le machin, et puis à ce moment, Le TDAH, c'est tous les jours de sa vie, tout le temps. Sauf
dans des moments particuliers où il fait quelque chose qui le passionne absolument, ou bien dans une interaction stimulante et chaleureuse. Mais en dehors de ces moments-là, quand il est seul à devoir faire quelque chose qui n'est pas absolument passionnant, il est face à une lutte. C'est vraiment une lutte. D'ailleurs, beaucoup de patients décrivent qu'ils sont très fatigués. Alors, cela dit, les autres troubles psychiatriques souffrent aussi de la même... La dépression, alors maintenant la dépression, ça y est, c'est relativement acquis, mais il y a 50 ans, la dépression aussi, il y a des gens qui disaient « Oh là, mais les gens sont pas courageux, ils ont qu'à se secouer », enfin, vous voyez, l'anxiété, « Ah, mais les gens s'écoutent trop », enfin, donc les troubles psychiatriques, de toutes les façons, comme c'est pas quelque chose de visible, de concret, de tangible, ça a toujours souffert d'une espèce une suspicion ou un certain scepticisme, en fait. Beaucoup de gens disent « je n'y crois pas ». Alors moi, ça me paraît absolument extraordinaire de dire une chose pareille en soi. Vous voyez, c'est parce que c'est pas du tout le sujet de croire ou de pas croire. Le sujet, c'est vraiment d'apprendre, de développer une connaissance, de rencontrer des patients, de s'y intéresser. Vous venez d'écouter le premier épisode de À la recherche de l'attention, une production du studio Majora. Majora est une société de conception et de réalisation de podcasts fondée en 2020 à Paris. Pierre et Mathieu Chaffanjon, deux frères passionnés de musique ayant baigné dans le monde de la radio, ont choisi de monter leur propre structure pour réaliser des œuvres originales. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts. Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.